Chapitre 1. Dans la maison aux singes. Donc, vers le 13 janvier 1622, à Paris, un premier-né fragile fit son apparition chez monsieur Jean-Baptiste Poquelin et son épouse Marie Poquelin-Cressé. Le 15 janvier, il fut baptisé à l'église Saint-Eustache et prénommé en l'honneur de son père, Jean-Baptiste. Les voisins félicitèrent Poquelin et la corporation des tapissiers sut qu'un nouveau tapissier et marchand de meubles était venu au monde. Tous les architectes ont leur lubie. Aux angles d'une agréable maison de 2 étages au toit à double pente raide, située à l'intersection de la rue Saint-Honoré et de la rue des Vieilles Étuves, le bâtisseur du XVe siècle avait disposé des bois sculptés qui représentaient des orangers aux branches soigneusement détaillées. Sur ces arbres, des kyrielles de petits singes allaient cueillir les fruits. Naturellement, les Parisiens avaient surnommé la maison « Maison aux singes ». Et par la suite, ces guenons coûtèrent cher au comédien Molière. Il se trouva nombre de personnes bien intentionnées pour dire que la carrière du fils aîné de l'honorable Poquelin n'avait rien qui pût étonner. Ce fils était devenu un paillasse. Mais que pouvait-on attendre d'un homme élevé dans la compagnie de guenons grimacières ? Mais le comédien ne renia pas ces singes, et quand, vers la fin de sa vie, il conçut le projet d'un blason dont il avait, on ne sait trop pourquoi, ressenti la nécessité, il fit figurer ses amis à queue qui avaient monté la garde sur la maison paternelle. Cette maison se trouvait dans le très bruyant quartier marchand qui occupait le centre de Paris, à peu de distance du Pont-Neuf. Elle appartenait au tapissier et drapier de la cour Jean-Baptiste Père, qui y vivait et y travaillait. Avec le temps, le tapissier parvint à acquérir un autre titre, celui de valet de chambre de Sa Majesté, le roi de France, titre qu'il porta fièrement et qu'il laissa en héritage à son fils aîné, Jean-Baptiste. Le bruit courut que Jean-Baptiste Père, outre son commerce de fauteuils et de tapisserie, s'occupait également de prêts d'argent à des taux confortables. Je ne vois rien là de blâmable chez un homme de commerce. Mais les mauvaises langues affirmèrent que Poquelin Père avait tendance à saler quelque peu les intérêts et qu'en peignant l'horrible grigou Harpagon, le dramaturge Molière ne fit que mettre en scène son cher père. Cet Harpagon-là est celui qui essaya de refiler à compte d'argent à l'un de ses clients un impressionnant bric-à-brac où l'on trouvait entre autres une peau de crocodile bourrée de foin qui, de l'avis d'Harpagon, pouvait être avantageusement pendue au plafond en guise d'ornement. Je ne veux pas croire ces ragots de bonne femme. Le dramaturge Molière n'a pas sali la mémoire de son père, ce n'est pas moi qui le ferai. Poquelin Père était un véritable commerçant, un représentant estimable et estimé de son honorable profession. Il tenait son commerce et l'entrée de la boutique aux singes était surmontée d'une fière enseigne où l'on retrouvait les singes en question. Dans la pénombre du rez-de-chaussée, dans la boutique, flottait l'odeur de la laine et de la teinture. À la caisse, les pièces de monnaie sonnaient et toute la journée, les gens défilaient pour choisir des tapisseries et des tapis. Bourgeois et aristocrates se retrouvaient chez Poquelin Père. Dans l'atelier, dont les fenêtres prenaient jour sur la cour, s'élevaient des colonnes de poussière grasse, des chaises entassées, des morceaux de bois d'ameublement et des coupes de peaux et de tissus traînés dans tous les coins. Et au milieu de ce chaos s'affairaient, tapant du marteau et jouant des ciseaux, les artisans et apprentis de Poquelin. Dans les chambres du premier étage, au-dessus de l'enseigne, régnait la mer. On entendait là le bruit de sa toux perpétuelle et le froufrou de ses jupes de gros de Naples. Marie Poquelin était, comme on dit, une femme solvable. Ses armoires étaient garnies de robes coûteuses, d'étoffes florentines, de linge de la toile la plus fine. Les commodes renfermaient des colliers, des bracelets garnis de brillants, des perles, des bagues ornées d'émeraudes, des montres en or et de l'argenterie de prix. Quand elle priait, Marie égrenait un chapelet de nacre. Elle lisait la Bible, et même, ce que je ne crois guère, l'auteur grec Plutarque dans une traduction abrégée. Elle était douce, aimable et instruite.
La plupart de ses ancêtres avaient été tapissiers, mais il y avait eu aussi parmi eux des représentants d'autres professions, tels des musiciens et des avocats. Dans les pièces du haut se promenait donc un garçon blond aux lèvres charnues. C'était le fils aîné, Jean-Baptiste. Il descendait parfois dans la boutique et allait dans les ateliers empêcher les apprentis de travailler en leur posant toutes sortes de questions. Les maîtres artisans se moquaient de son bégaiement, mais l'aimaient bien. À d'autres moments, il se mettait à la fenêtre, les poings plaqués contre ses joues, et observait les allées et venues des gens dans la rue bourbeuse. Passant près de lui, sa mère lui donna un jour une légère tape dans le dos et lui dit « Alors, le contemplateur ?» Et un beau jour, le contemplateur entra à l'école paroissiale. Il y apprit ce que l'on peut apprendre dans ces écoles, à effectuer les 4 opérations de l'arithmétique, à lire couramment, à assimiler quelques rudiments de latin et à se familiariser avec une multitude de choses intéressantes exposées dans les vies des saints. Les jours coulaient ainsi paisibles et heureux. Poquelin père s'enrichissait, 3 autres enfants étaient nés, quand brutalement le malheur s'abattit sur la maison aux singes. Au printemps 1632, la tendre mère tomba malade. Ses yeux se mirent à briller, se remplirent d'inquiétude. En l'espace d'1 mois, elle maigrit au point de devenir presque méconnaissable, et ses joues blêmes se couvrirent de vilaines taches. Puis elle se mit à cracher le sang, et la maison aux singes vit venir les docteurs, montés sur leurs mules et coiffés de leurs sinistres bonnets. Le 15 mai, le contemplateur potelé pleura toutes les larmes de son corps en frottant ses yeux rougis de ses mains sales, et toute la maison sanglota avec lui. La douce Marie Poquelin était étendue, immobile, les mains croisées sur sa poitrine. Quand on l'eut enterrée, une sorte de crépuscule permanent s'installa dans la maison. Le père sombra dans la désolation, prit un air absent, et le premier-né le surprit à plusieurs reprises en train de pleurer dans la pénombre. Désemparé par ce spectacle, le contemplateur errait dans la maison ne sachant pas quoi faire. Mais les pleurs du père cessèrent, et il se mit à fréquenter assidûment une certaine famille Fleurette. Jean-Baptiste, alors âgé de 11 ans, apprit qu'il allait avoir une nouvelle maman. Et bientôt, la nouvelle mère, Catherine Fleurette, fit son entrée dans la maison aux singes. Maison que la famille quitta d'ailleurs, car le père en avait acheté une autre.